La rentrée boursière est particulièrement agitée et nous allons immédiatement en discuter, essayer de voir où tout cela peut nous mener avec nos deux éconoclastes fétiches, Pierre Sabatier, président du cabinet d'analyse économique PrimeView, et Olivier Delamarche, associé stratégiste chez Platinium Gestion. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va articuler cette émission en deux parties. Première partie, essayer de voir si le ralentissement chinois peut se propager au reste de l'économie mondiale. Et puis, en deuxième partie, essayer d'en inférer les incidences au plan boursier. Alors, Paul Samuelson, messieurs, qui fut prix Nobel d'économie, avait l'habitude de déclarer que les marchés boursiers avaient prévu 9 des 5 dernières récessions. Une façon ironique de dire qu'ils ont le sens du mélodrame, mais que parfois, ils font beaucoup de bruit pour rien. Est-ce le cas en l'occurrence, ou est-ce que la Chine peut nous faire basculer en récession? Pierre. Déjà, la première chose, c'est estimer, évaluer le ralentissement chinois. Alors, vous le savez, ça fait longtemps qu'on le dit. Croire encore aux chiffres qui sont diffusés par le gouvernement nous paraît complètement à côté de la plaque, pour être franc. Et on s'appuie sur des chiffres qui sont beaucoup plus simples à notre sens et qui nous fournissent des bonnes approximations du rythme de croissance chinoise qui a quand même été le premier contributeur à la croissance mondiale depuis 15 ans. Le premier, il est très simple, c'est les prix des matières premières. C'est le premier consommateur de matières premières au niveau mondial, quelle que soit la matière première quasiment maintenant. Donc c'est simple, quand vous avez un pays qui pèse 40% de la demande mondiale des métaux industriels, regardons les prix des métaux industriels pour savoir comment elle évolue et comment son rythme de production, donc sa croissance, évolue. Et ça baisse depuis un moment. Eh bien voilà, ça fait déjà depuis 2012, même 2011 qu'on a atteint un sommet sur les prix des matières premières d'un point de vue général. On utilise le CRB dans le métier pour suivre le prix des matières premières dans leur ensemble. Et on voit quoi? On voit qu'on est véritablement entré dans un cycle déflationniste, un cycle de baisse fondamentale des prix des matières premières depuis 2012. Le ralentissement chinois, il ne débute pas aujourd'hui, on en prend peut-être conscience aujourd'hui, mais il a déjà commencé depuis 2012 et il ne cesse de s'aggraver parce que, en Chine justement, lorsqu'on regarde d'autres chiffres comme la production de l'électricité, qui est une très bonne approximation de la création de richesse. Je crois qu'on vous a amené un graphique sur le sujet d'ailleurs. Absolument, qui apparaît à l'écran. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui la production d'électricité, pour un pays qui produit beaucoup bien sûr, elle est totalement liée, je dirais, à son rythme de création de richesse. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on est à peu près au même niveau qu'en 2008-2009. Donc la situation est complexe en Chine, et elle préfigure quoi? Elle préfigure encore une fois les difficultés que rencontre le gouvernement à rendre réelle leur promesse, cette fameuse promesse de transformer un modèle qui a été tourné jusqu'à maintenant essentiellement sur les exportations, mais aussi beaucoup sur de la dette et de l'investissement, vers un moteur de croissance qui serait beaucoup plus tourné sur la demande intérieure, sur la solvabilité des ménages chinois, et qui deviendrait enfin le moteur de la croissance chinoise. On n'y croit pas une seconde. Enfin, sur le fait qu'ils arrivent à le faire sans assumer d'accident de croissance, on n'y croit guère dans une raison de moyen terme. Alors, je reviens à ma question initiale. Est-ce que le ralentissement chinois que vous actez peut conduire à une décélération notable, voire à une récession de l'économie mondiale, je laisserai Olivier répondre sur États-Unis et Europe, mais quand même, une chose importante à avoir en tête dans tout ça, c'est que depuis 4 à 5 ans, la Chine a bien sûr été un moteur de croissance, mais pas qu'elle. Beaucoup de pays avaient bénéficié de prix des matières premières très élevés. Il y a beaucoup de croissance, notamment de pays émergents, qui ont affiché des très fortes croissances grâce à ça, des très forts excédents courants grâce à cela. Et il faut avoir en tête que ce qui marche dans un sens marche aussi malheureusement dans l'autre. Et tous ces pays qui ont accumulé des tonnes d'excédents courants qui se sont déversés du coup sur nos marchés, immobiliers, financiers ou autres, durant un certain nombre d'années, ou même en termes de consommation et qui ont boosté nos exportations, sont en train de disparaître. Avec des prix des matières premières si bas, vous pouvez être inquiet pour l'ensemble des pays producteurs de matières premières, qu'ils soient énergétiques ou autres. Donc on pense au Canada, à l'Australie, bien sûr aux pays de l'OPEP. Tous ces pays-là seront bien entendu auront un impact sur l'économie mondiale, sur sa capacité à afficher des taux de croissance aussi élevés qu'auparavant. Et je pense que c'est le premier levier de contagion du ralentissement chinois. Il y a un graphique, avant qu'on parle des États-Unis, qui me plairait que vous commentiez. C'est un indice CRB, donc l'indice des matières premières, qui est mis en relation avec le PIB réel mondial. Oui, là encore. Et ce graphique, il est plutôt alarmant. Bien sûr, on voit qu'historiquement, on a un lien très fort entre l'évolution du prix des matières premières. Encore une fois, c'est le meilleur thermomètre du rapport entre l'offre et la demande, du côté de la demande d'ailleurs, et l'évolution de la richesse créée au niveau mondial. Et on voit quoi? On voit qu'au regard de la baisse qu'on connaît depuis le début de l'année, on n'a pas connu une baisse aussi forte et aussi violente depuis 2008. Et à l'époque, la croissance mondiale, elle avait affiché combien?
zéro. Alors, là, on voit notre prévision... les prévisions de croissance mondiale telles qu'elles sont définies par le consensus, donc elles sont a priori bien au-delà en tout cas de ce que nous disent les prix des matières premières. Alors peut-être que par des artifices arithmétiques, on n'affichera pas les zéros, et probablement on n'atteindra pas zéro, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les 3,5% anticipés aujourd'hui de croissance mondiale ne seront pas atteints, on sera probablement en dessous de 3. Après, l'évaluer sera un petit peu plus difficile. Alors, je me tourne vers vous, Olivier, parce que bon, la Chine est l'usine du monde, le fait qu'elle soit engagée dans un processus de ralentissement, notamment par des surcapacités de production, parce que c'est une crise du capital aussi en Chine aujourd'hui. Est-ce que c'est si alarmant que ça au moment où on nous dit, et là je sens que je vais vous faire bondir, que l'Europe redémarre et que les États-Unis se portent plutôt bien? Écoutez, deux continents je suis d'accord avec sont les ce que vient de dire Pierre. C'est toute chose a une réciproque. On ne peut pas, pendant des mois et des mois et des années, nous expliquer que la croissance allait être tirée par les BRICS, et notamment par la Chine, et venir maintenant qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de croissance dans les BRICS et en Chine, venir nous dire que ça n'a pas d'influence. Si ça a une influence à la hausse, ça a une influence aussi à la baisse, a priori. Donc aujourd'hui, on est, mais ça, c'est le reflet que donne la Chine et le reflet du reste du monde. On a une économie qui fonctionne sur de la dette et on sait que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et donc sur la planche à billets, sur la dette, et donc on sait que ça ne marche pas. Le Japon est à l'arrêt, la Chine est à l'arrêt. Quel est le moteur de croissance? Vers qui va-t-on exporter? C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui, on était en train de nous expliquer il y a quelques mois encore que grâce à la baisse du pétrole et surtout grâce à la baisse de l'euro, nous allions avoir une croissance extraordinaire en Europe. Je ne l'ai pas vu, alors peut-être que j'ai fait quelque chose pendant les vacances, mais je ne l'ai pas vu. Et donc, je me dis, bien sûr que c'est important d'avoir une monnaie qui est adaptée à votre modèle économique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Seulement, il faut vendre à qui? À qui vendez-vous? Vous vendez aux Chinois? Non. Vous vendez aux Japonais? Non. Vous vendez au Brésil? Non. Vous vendez à qui? Aux États-Unis? Mais les États-Unis aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, contrairement aux chiffres affichés qui sont bien emballés, on va dire, bien tripatouillés. Et donc, vous avez une croissance aux États-Unis qui est essentiellement due, et ça fait un bout de temps que ça dure, essentiellement due à de la dette. Et de la dette, qu'elle soit privée. Je vous rappelle quand même que, l'air de rien, le déficit budgétaire américain, l'année dernière, était de 800 milliards. C'est-à-dire que la dette a augmenté l'année dernière de 800 milliards. Je vous rappelle que 2% de croissance sur 15 000 milliards, ça fait 300. Donc je mets 800 pour avoir 300, c'est ça? On ne peut pas se réjouir, on ne peut pas dire que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Une économie qui reste dopée à la dette. Très bien. Oui, notamment pour acheter des voitures, puisque l'essentiel en fait de la consommation. Et puis de la dette étudiante, mais malheureusement. Ça ne sera pas sans poser de problème d'ailleurs sur le secteur automobile, parce que vous savez qu'en fait l'ensemble des constructeurs automobiles gagnent surtout de l'argent non en vendant des voitures, mais surtout en bien sûr sur le financier. Alors, on parle du crédit auto, très bien, mais il y a aussi un autre moteur de la croissance généralement aux États-Unis, c'est l'immobilier. On nous parle d'une reprise du marché immobilier. Est-ce que ça, c'est tout de même pas un argument un peu rassurant? Non, il y a une reprise dans les prix et c'est pas un argument rassurant. C'est au contraire un argument qui est assez inquiétant. Pourquoi? Parce que depuis 2008, vous êtes passé d'une nation qui était à très fort taux de propriétaires à une nation qui aujourd'hui a vu son taux de propriétaires diminuer fortement et devenir des locataires. Or, le locataire, si vous voulez, le problème, c'est que on a moins de protection qu'en France, et aujourd'hui, vous avez des locataires qui consacrent 60% de leurs revenus à payer des loyers, parce que les loyers ont augmenté. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, les maisons, elles sont dans les mains de qui? De fonds d'investissement.
Et principalement, alors vous avez BlackRock qui est devenu le plus gros propriétaire d'immobilier aux États-Unis et qui pratique évidemment des prix qui sont élevés. Et donc on a l'impression que ça y est, le prix de l'immobilier est reparti. Oui, le prix est reparti, mais malheureusement le prix de la location aussi. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui ne peuvent pas se loger aux États-Unis parce que les prix de l'immobilier sont trop élevés. Et d'une certaine manière, ça grèvera le pouvoir d'achat des ménages américains et donc les mettra plus en difficulté pour assurer des niveaux de consommation qui sont le premier moteur de la première économie mondiale. Je rappelle, la consommation des ménages, les dépenses des ménages des Américains, c'est 70% de la richesse créée chaque année. Donc c'est véritablement un pilier absolument fondamental. Donc en effet, si le pouvoir d'achat est entamé par la hausse des loyers, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie américaine. Parlons d'investissement. J'ai vu passer un de vos tweets qui réagissait aux commandes de biens durables. Là, on avait des chiffres qui étaient plutôt positifs, qui étaient annoncés pour juillet, également pour juin. Et vous êtes fendu d'un tweet assez sanglant, votre habitude. Mais pas sanglant, factuel. J'ai donné les chiffres. Et alors, c'est intéressant parce que vous dites que là, les chiffres publiés sont des chiffres dans lesquels on a pris en compte la saisonnalité, mais qu'une fois retraité justement de cette saisonnalité, c'était pas la même chanson. Non, c'est pas la même chanson, mais je vous dis, le BEA l'a annoncé d'ailleurs dès le mois de mai ou juin, je ne sais plus, pour le PIB américain, en disant qu'il allait introduire une désaisonnalisation de plus pour essayer d'avoir des chiffres positifs et qui lui allait mieux. Bon, bah, ok, à partir du moment, vous savez, c'est une vieille méthode, quand le thermomètre ne dit pas ce qu'il faut, on casse le thermomètre, c'est beaucoup plus pratique. Ça n'enlève pas la fièvre. Et là, aujourd'hui, on a la même chose sur les commandes de biens durables, c'est-à-dire que les commandes de biens durables, vous avez le chiffre sec qui est absorbé par le marché, c'est 2% de hausse en juillet, c'est 4,1% en juin, révisé de 3,6. Et quand vous regardez les chiffres non désaisonnalisés, c'est-à-dire non tripatouillés par une formule mathématique, quelle qu'elle soit, mais non tripatouillés par une formule mathématique, bah vous obtenez des chiffres qui n'ont absolument rien à voir, c'est-à-dire moins 0,4 sur le mois de juin, contre plus 4,1, et moins 20,4 contre plus 2 au mois de juillet. Donc facile, si vous voulez. Alors, on se fiche des Chinois à longueur de journée en disant, bah, de toute façon, ils mettent les chiffres à la main, etc. Oui, mais d'accord, mais dans les pays occidentaux, c'est exactement la même chose. Vous avez la même chose, d'ailleurs, parce que politiquement, il faut aujourd'hui, pour garder sa tête sur les épaules, probablement, il faut aujourd'hui dire à la population, qui de toute façon n'y connaît rien, dire à la population, mes petits-enfants, tout va bien, et donc vous donnez des chiffres du chômage qui sont bidouillés en France, vous donnez des chiffres du chômage qui sont bidouillés aux États-Unis, et vous donnez des chiffres de croissance, c'est pareil. De toute façon, on les révisera dans 2 ans ou dans 3 ans, et on vous dira, oups, on s'était trompé, exactement comme on a fait en 2008. Je vous rappelle de l'écart. On était à plus 1,5 et en fait, on était à moins 2,8. Et ça, on l'a su 3 ans après. Mais 3 ans après, tout le monde s'en fiche. Bon, en tout cas, le point essentiel actuellement, pour l'un comme pour l'autre, c'est que ce ralentissement chinois, contrairement à ce que d'autres peuvent dire, aura une incidence notable sur la croissance mondiale. On est bien d'accord. À n'en pas douter. Après, l'effet de contagion directe avec l'Europe et les États-Unis sera surtout moindre, mais il devrait surtout avoir un impact sur les marchés financiers. Alors, on a 5 minutes pour traiter un peu des incidences boursières, justement, de cette décélération de l'économie chinoise, de ce ralentissement. Je rappelle que pour l'un comme pour l'autre, nous sommes en bulle, c'est-à-dire qu'on a une décorrélation des marchés avec les fondamentaux. Et Pierre, vous défendiez en juin 2 scénarios. Soit la poursuite de la bulle, sans accroc, sans correction, soit, au contraire, une correction, mais qui serait assez significative, de 20 à 30%, avant une dernière jambe de hausse, qui serait finalement le dernier... Chant du cygne, comme on dit. Oui, le rebond du chat mort. Voilà, je cherchais l'expression, c'est l'expression adaptée. Alors, selon vous, où en est-on? Est-ce que là, on est au milieu du gué de la correction, ou alors, parce qu'on a vu les banques centrales qui réagissaient immédiatement, alors,
Cette correction est déjà arrivée à son terme, quasiment. Alors tout ça doit être conditionné effectivement par les événements au fil de l'eau. Moins 15% en Europe, c'est déjà beaucoup, c'est brutal et surtout ça a provoqué une réaction. En fait, en général, le rebond derrière, il va être au moment où les gens réagissent. Et la réaction, quelle est-elle ? Elle est toujours la même depuis 5 à 6 ans. On remet au pot, on va faire du quantitative easing, vous inquiétez pas. Alors aux États-Unis, la hausse des taux directeurs, alors d'ailleurs je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais pour croire effectivement à une hausse réelle des taux directeurs au mois de septembre, voilà, mais il suffit de regarder, je dirais, la réalité. Vous savez, voir, c'est savoir. Parfois on s'étonne, les gens ne doivent pas avoir les bonnes lunettes. Donc pour comprendre qu'en réalité les conditions n'étaient pas du tout réunies pour une hausse des taux directeurs aux États-Unis. Donc pas de hausse des taux directeurs, voire même peut-être effectivement un QE 4, le temps venu ou lorsque la situation le réclamera. En Europe, immédiatement, effectivement, on réagit. On est déjà dans un QE, on mettra un peu plus s'il le faut. Au Japon, on l'a déjà fait. La Chine fait ce qu'il faut, ce qui fait que toutes les conditions sont réunies pour qu'on remette, je dirais, les tuyaux au bon endroit pour que les marchés continuent de remonter. Donc, moins 15%, c'est une respiration dans un gonflement d'une bulle de valorisation comme on l'a peut-être jamais connu dans l'histoire ou peut-être dans un temps très très lointain. Je rappelle qu'une bulle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une décorrélation entre le prix et la capacité à créer de la richesse, lorsqu'on parle d'actions, à savoir d'entreprise. Sauf qu'à un moment donné, à la fin de la bulle, alors pour l'origine de cette bulle, elle est très simple, c'est comme dans l'immobilier aux États-Unis, c'est que là, on imprime des billets et à partir de là, il y a un effet d'éviction qui fait que l'épargne doit bien être investie quelque part, et vu qu'elle ne peut pas être investie en obligation, elle est soit en action, soit en immobilier. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin ? À la fin, c'est qu'on valorise quand même des entreprises qui créent de la richesse, c'est le vrai risque. Il est avant tout américain, et ça se terminera comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on va ouvrir les placards d'un certain nombre de boîtes qui valent aujourd'hui 100, on va se rendre compte qu'elles valent 0, parce qu'on a des morts qui tombent, c'est-à-dire qu'on a acheté des choses très chères qui ne valent rien, et donc à partir de là, on aura une prise de conscience des investisseurs qu'effectivement, on a malheureusement plus pricé le risque, plus valorisé le risque à son juste prix, et là, effectivement, on sera probablement à l'aune d'une entrée dans un bear market très conséquent, et qui ne sera marché baissier, qui ne sera que la conséquence de ce qu'on aura semé, à savoir, quelles que soient les conditions et quelles que soient les raisons, imprimer des billets pour justement faire que ça tienne encore suffisamment de temps pour que la croissance reparte. Or, vous l'avez vu dans la première partie de l'émission, notre scénario, c'est la stagnation économique plus que l'expansion économique. Le marché baissier, pour quand ? Ça sera ma dernière question à l'un comme à l'autre. Alors pour moi, c'est premier semestre 2016, c'est-à-dire qu'en fait, on a encore un peu de temps, le temps justement qu'on se rende compte et que la prise de conscience se fasse par les entreprises. Il va arriver vite, alors premier semestre, premier trimestre, j'en sais rien, mais il va arriver vite. Ce qui est consternant, c'est de voir justement des gérants, des investisseurs qui pendant des mois ont investi sur la seule idée que les banques centrales étaient market friendly et que de toute façon elles seraient là pour les sauver. Ils avaient une assurance tout risque, donc le filet était tendu, vous pouviez faire autant de looping que vous vouliez, vous atterrissiez dans le filet de toute façon. Là, il ferait bien de réfléchir quand même à cette question-là. C'est que aujourd'hui, on a vu quoi ? On a vu les Chinois qui ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont interdit les ventes. Enfin, bon, ils ont absolument tout fait. La seule chose qui n'est pas faite, c'est ce que préconisait Napoléon dans des marchés baissiers, c'est-à-dire de les fermer. Bon. Mais sinon, ils ont à peu près tout fait. Or, on voit que ça marche pas. C'est-à-dire que le marché chinois a pris 20% dans la figure depuis toutes ces actions. Donc, il ferait bien de réfléchir à la question de savoir si réellement aujourd'hui les banquiers centraux n'ont pas perdu totalement la main. Alors, bien évidemment, ils vous déverseront des milliards et des centaines de milliards sur la tête dès que ça va bouger. On a vu d'ailleurs une perte de sang-froid extraordinaire ces derniers jours des banquiers centraux. Pour rien, parce que c'était pas un crack, hein, c'était un vague petit repli, mais c'était pas un crack. Un crack, c'est autre chose. Et donc, on est là aujourd'hui où on voit qu'ils n'ont plus la main, qu'ils ne savent plus quoi faire autre que ce qu'ils font depuis 4 ans, c'est-à-dire imprimer des billets, et que ça ne fonctionne pas. Et que le jour où les marchés vont s'en rendre compte, c'est-à-dire que les fondamentaux ne sont décidément pas là, et que on a des petits génies qui s'amusent à déverser des faux billets sur la tête de tout le monde, ben là on risque en effet de rentrer dans un bear market, et dans un bear market d'une violence extrême. Voilà. Et avec malheureusement des conséquences sur les économies, l'économie réelle,
qui risque d'être catastrophique. Bon, eh bien, sur ce mot assez lugubre, ce mot de conclusion assez lugubre, mais nous 6 mois pour terminons s'amuser encore, c'est plutôt terminons positif. cette émission. Messieurs, merci. Merci.